Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez appris, Olivier Dalloglio est le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Étienne. Je vous remercie déjà pour vos retours sur la vidéo de dimanche quand j'ai présenté l'entraîneur stéphanois. Mais là, on va essayer de le présenter un peu plus en détail. Et pour présenter cet entraîneur, j'ai avec moi un supporter de Montpellier qui a déjà eu le privilège de l'interviewer en avril dernier. Je suis en compagnie de MHSC Actu. Salut, merci à toi d'être venu et bienvenue sur la chaîne. Bah, salut à toi, merci à toi de m'inviter. J'espère qu'on va pouvoir expliquer en détail Olivier Dalloglio. Ouais, c'est cool parce que, comme j'ai dit, tu as pu l'interviewer, donc tu as pu le voir en vrai, et ça c'est top. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, tu es notamment sur Instagram, donc MHSC Actu, je mettrai les liens dans la description. Et puis sur Twitter aussi, Actu Ligue 1, donc c'est là que tu as réalisé son interview. Justement, je vais revenir sur l'interview, on va direct aller dans le vif du sujet. Tu as interviewé Olivier Dalloglio en avril dernier. Comment l'as-tu trouvé oralement? Plutôt détendu, assez ouvert, ou au contraire plutôt renfermé? Est-ce que tu sentais quelqu'un qui aimait son métier? Ah, comme à son habitude, c'est quelqu'un de plutôt détendu, qui est ouvert à toutes sortes de discussions, en tout cas footballistiques. Donc c'est quelqu'un de très calme, de très apaisé. Même en cas de crise comme il a pu avoir à Montpellier, il n'est jamais réellement. On sent même qu'en conférence de presse, il n'est pas, il n'est pas, comment dire, sous Atteint? pression. Ouais. Il n'est pas atteint. C'est quelqu'un qui adore son métier, clairement. Il adore parler de foot. Tu peux parler de foot avec lui pendant des heures, ça s'arrêtera jamais. Il suit énormément de foot. Il regarde tout le foot européen, il regarde vraiment tout. Donc forcément, c'est quelqu'un qui adore complètement son métier et qui est totalement ouvert, en tout cas pour parler de foot. Ok, ouais, donc cette interview, j'imagine qu'elle a été assez passionnante et que c'était super pour toi de pouvoir Ouais, d'être avec lui. Donc c'est top. Déjà, il n'a pas été réticent, tu l'as senti assez ouvert à vouloir parler et ouais, il aimait ce qu'il faisait. ouais, Euh, c'est tout à fait ça. D'accord. Bah justement, on va parler de sa philosophie de jeu maintenant. Est-ce que tu peux nous le présenter, Olivier Dalloglio? Donc, comment il joue, quels sont ses principes de jeu? C'est un coach plutôt offensif, défensif. J'avais lu dans une interview de Johan Crochet qui a été réalisée il y a quelques années. Il a dit que la dimension technique était importante, notamment chez les défenseurs qu'il considère comme les premiers offensifs. Est-ce que tu as remarqué ça notamment à Montpellier ou c'était surtout des autres principes de jeu chez vous? Oh bah c'est un coach, on va dire, plutôt offensif. Il adore marquer beaucoup de buts. Alors c'est vrai que pour cela, il lui faut une belle défense aussi, parce que forcément, on prend beaucoup de risques, vu on essaie de produire en tout cas du beau jeu, comme ça a été le cas pendant 6 mois chez nous. Donc nos défensifs ont tenu le coup, donc forcément, les résultats suivaient. Hem, pendant 6 mois donc, mais donc il lui faut c'est un coach vraiment offensif qui veut que tout le monde participe au jeu, Ok. même les défenseurs centraux, vraiment tout le monde participe, tout le monde a son coup à jouer, tout le monde peut marquer. C'est-à-dire que les défenseurs centraux, pendant une période, ils marquaient chez nous, que ce soit sur corner, sur coup franc, tout le monde marque. Pendant une période, on faisait même partie des meilleures attaques, de Ligue 1. Donc, on marque beaucoup de buts. Le problème, c'est que du coup, on en prend aussi beaucoup, parce qu'on prend vraiment beaucoup de risques. Donc c'est un coach qui aime le jeu. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui va mettre une compo à 5 derrière, à mettre le bus et à attendre. C'est pas du tout son style de jeu, en tout cas. C'est Ok. sûr que ça passe ou ça casse, clairement. Ouais, ouais, justement, je regarde son bilan là. Il a marqué, sous ses ordres, ses équipes ont marqué 550 buts en 391 matchs, encaissé 578 buts. Donc on voit qu'il y a un vrai jeu offensif et une vraie envie d'aller vers l'avant parce qu'il n'a pas non plus entraîné des équipes ultra offensives, hein. Et par contre, oui, on voit qu'il encaisse beaucoup de buts. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément bien pour lui, 578 buts. Mais bon, ça montre quand même qu'il a des capacités à aller vers l'avant. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc merci pour la présentation. En tout cas, ça a l'air assez intéressant parce que j'aime bien les coachs qui vont vers l'avant. Et justement, on va parler de la préparation mentale parce que j'ai l'impression que Saint-Etienne, c'est un peu compliqué mentalement en ce moment. Est-ce qu'il y a eu un travail mental d'effectuer à Montpellier? Il avait déclaré justement dans cette interview, j'ai expérimenté pas mal de choses sur moi, sophrologie, acupuncture, hypnose. Et il a évoqué notamment que Benjamin Guy, préparateur physique actuel de Saint-Etienne, qui l'a suivi pendant ses années à Dijon, à Brest, mais aussi à Montpellier, faisait cette préparation mentale. Je ne sais pas si c'est le cas à Saint-Etienne, du coup, s'il en fait, car j'ai l'impression qu'on lâche mentalement. Mais chez vous, est-ce que tu as senti qu'il y avait une préparation mentale? En tout cas,
À ses débuts, quand tout allait bien, on se posait même pas la question. Mais c'est sûr que quand les résultats commençaient un peu à sombrer, à chavirer, vers le mal, forcément on se demandait parce qu'on ça voyait que les joueurs, ne respectaient pas forcément les consignes, ne le respectaient pas forcément lui-même et donc on se demandait s'il avait beaucoup de leadership et tout ça et puis en allant aux entraînements, en regardant les matchs, on se rend compte que les joueurs ne le suivaient plus du tout et qu'en fait, il Ah a ouais, un énorme manque, de leadership en lui, de management. C'est pas quelqu'un qui va pousser une grosse gueulante à la mi-temps ou dans les médias, c'est pas du tout son style et donc forcément, les joueurs avec des gros égos ont tendance à lui marcher dessus, et forcément, c'est pas quelqu'un qui est de nature à directement, remobiliser ses troupes. C'est quelqu'un qui, bah, il aime enfin, il est, comment dire? Il est très calme, quoi, donc c'est pas quelqu'un du tout qui va engueuler qui que ce soit, même peu importe la raison, donc c'est assez problématique par moment. Donc bah, à Montpellier, on savait pas vraiment s'il avait une ok, préparation mentale. En tout cas, ça ne se voyait pas s'il y en avait une malheureusement. ok. En tout cas, c'est ce qu'il évoque, c'est quelque chose qui a l'air de lui plaire. Après, est-ce qu'il arrive vraiment à le mettre en place? T'as eu un peu de mal à le voir aussi. Et puis, tu sais, Benjamin Guy est préparateur physique de Saint-Etienne depuis un an et apparemment il le faisait. J'ai du mal à voir ça aussi du côté de Saint-Etienne. Je vais voir comment ça va évoluer avec l'arrivée d'Olivier Dalloglio. Mais en tout cas, il y a un vrai problème mental, je pense, à Saint-Etienne. On a vite tendance à lâcher les matchs. Justement, on va revenir un peu sur ces années Montpellier-Rennes. Il est arrivé en juin 2021 à Montpellier, finalement parti en octobre 2022, donc il est resté à peine une saison et demie. Il est donc arrivé au début d'une saison pour construire un projet. Je crois qu'il avait un contrat de 3 ans d'après ce que j'ai pu lire. À ce moment-là, vous terminez 13e du championnat, la saison où il arrive. Je pense que le projet il était un échec. J'imagine qu'il n'est pas venu pour emmener Montpellier 13e, plutôt pour viser les places européennes de base. Oui, bah, c'est tout à fait ça. Alors le problème, c'est qu'il est arrivé à une période où on avait encore, nos gros joueurs avec Laborde, avec Delors. On avait encore notre grosse équipe et puis, petit à petit, au plus on avance dans le mercato, au plus les gros joueurs se partent un par un. Et donc forcément, on arrive à la fin du mercato, tu remplaces, Andy Delors et Gaëtan Laborde par Valère Germain. Forcément, ça c'est pas une bonne idée, donc forcément il a eu du mal parce que c'était pas du tout ce qu'on lui avait dit au départ. Ouais. Hem et donc bah, le projet il s'est directement réduit, même si on a quand même fait malgré tout 6 bons premiers mois. Bah, on a vu quand même que l'effectif, en fin de compte, il manquait un peu de tout. Il manquait des défenseurs, il manquait un banc, il manquait des attaquants. Il manquait vraiment de tout dans cette équipe, donc forcément le projet, bah, il s'est réduit. Donc, à chaque début de saison, on pense qu'on peut terminer dans les 8 premiers et puis finalement on se rend compte qu'en fait on est au milieu de tableau parce qu'on n'a pas l'effectif pour aller plus haut. Donc c'est voilà, le projet a été réduit, et les espérances ont été baissées, tout au long de la saison en tout cas. Ok, ouais, donc c'est surtout avec le départ de notamment Laborde et Delors, comme tu l'as évoqué, que ça vous a mis un petit peu dans le mal avec ces joueurs-là. Et après, c'était plus compliqué forcément pour lui de construire ce qu'il voulait aussi. Ok. En 2022, j'ai vu qu'avant de partir en octobre, parce que là, son bilan était pas bon en 2022 notamment, il restait sur 20 défaites pour seulement 7 victoires. Comment t'expliques cela? C'est à cause justement de ces départs ou c'est autre chose? Parce que là, pour le coup, il y avait déjà une saison de jouer auparavant, quasiment. Bah, comme on l'a expliqué juste avant, c'est pas un entraîneur avec beaucoup de leadership et donc forcément, les joueurs avec des gros égos comme on en a beaucoup à Montpellier, l'ont lâché complètement et donc il respectait plus aucune consigne clairement. Donc lui, il était tout seul contre ses joueurs. En fait, ils étaient plus ensemble clairement. Et donc, bah, ça n'allait plus, ça se voyait même qu'aux entraînements, c'était assez tendu, sans même que ça se dise de mots, juste il y avait personne qui Ah parlait, ouais. bah, les joueurs l'ont lâché complètement, quoi. C'est pas quand tu es à Montpellier, tu as beaucoup de joueurs qui ont un énorme passé, qui ont joué la Ligue des Champions, qui ont joué la Coupe d'Europe. Ils ont un ego quand même assez important, ils se sentent vraiment puissants et donc forcément, quand ça va pas, bah, c'est pas de leur faute, c'est de la faute de l'entraîneur et donc ils lâchent l'entraîneur et donc bah, malheureusement lui, il a pas comme on l'a pu l'expliquer plusieurs fois, il a pas beaucoup de leadership, donc il a pas su les reprendre. Donc quand ça va plus, ça va plus. Ah ouais, ok. C'est justement ça qui me faisait un peu peur, moi, le leadership, parce que ouais, Saint-Etienne, c'est pareil, j'ai l'impression
que certains voilà, n'ont pas envie de se remettre trop en question. On le voit notamment dans les interviews et c'est peut-être le critère principal que, pour moi, que le coach devait avoir ce leadership. J'espère qu'il va réussir à gommer ça, en tout cas, et que ça va peut-être mieux se passer à Saint-Etienne. Et malgré ces mauvais résultats, parce qu'on parle beaucoup du système de jeu à Saint-Etienne, on aime bien en parler en ce moment aussi, parce qu'à un moment donné, on était dans un système en 3-5-2 plus avec Laurent Batles, ça marchait pas, on était repassé sur un 4-3-3, ça fonctionnait mieux, et puis là, ben, on a enchaîné malheureusement 5 défaites consécutives, donc Laurent Batles est parti. Et malgré les mauvais résultats de Olivier Dalloglio, dans tous ses clubs, pas qu'à Montpellier, le système de jeu, il ne semble pas avoir évolué au cours de l'année, pour le coup chez vous, 4-2-3-1 ou 4-1-4-1. Il y a eu juste, j'ai relevé un passage à 5 ou 3 défenseurs en fin de saison dernière, sur les 2-3 derniers matchs. Mais sinon, jamais il ne change vraiment de système. Est-ce que c'est quelque chose que vous lui avez reproché, vous aussi, de ne pas essayer un autre système de jeu, de rester avec cette défense à 4? Vous auriez préféré voir une défense plus à 3 ou vraiment, par exemple, un 4-4 de losange, quelque chose d'assez différent? Bah, c'est-à-dire que on lui reprochait oui et non, parce que dans le sens qu'il est fidèle à ses principes de jeu, donc il est fidèle à son jeu offensif, à sa défense à 4. C'est pas quelqu'un qui met souvent une défense à 5 ou à 3. Là, c'était vraiment le dernier recours, on va dire. Donc on lui en voulait oui et non, parce qu'on voyait que ça marchait pas, mais en même temps, on se disait: «Qu'est-ce qui pourrait marcher?» Au vu de l'effectif qui était quand même assez faible, en tout cas pour jouer plus que cette 13e place. Et donc forcément, bah, on se disait: «Peut-être qu'il peut changer», mais c'est pour faire quoi? Pour changer comment? Parce que, même nous, on n'avait aucune idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que ces 4-2-3-1 et ces 4-1-4-1. Ah oui, d'accord. Et donc bah, une compo à 5 défenseurs, c'est pas ça lui correspond pas, donc forcément ça marche pas. C'est pas quelqu'un qui il joue jamais à 5 défenseurs, clairement, donc ça marche pas comme ça avec lui. Et donc bah, forcément, c'est pas passé. Et donc bah, on lui a reproché, pas vraiment, soit de changer de tactique, c'est pas ça qu'on lui a reproché en tout cas. Ok, ok, ça marche. Ouais. Donc il est vraiment, il a ses principes, donc j'imagine qu'à Saint-Etienne, il va pas déroger à la règle, il va. Bah ça m'arrange mieux parce que je préfère qu'on reste à 4 plutôt qu'à 5 d'ailleurs. Mais ok. Bah justement, on va reparler un peu des cadres, parce qu'après son départ de Brest notamment, j'ai lu qu'il avait certaines difficultés avec les cadres de l'effectif. Tu en as un peu parlé également. On sait qu'il y a eu des difficultés notamment avec Gaëtan Charbonnier à Brest, et là il va le retrouver à Saint-Etienne, avec Gauthier Larsonneur également, notre gardien, mais ça a l'air d'aller mieux parce que Gauthier Larsonneur aurait poussé pour son arrivée. Il a même suivi un stage de management selon l'équipe qui avait fait un article sur les entraîneurs qui étaient libres en juin dernier. Euh, à Montpellier, tu penses que c'est à cause de ça qu'il est parti? Parce que bah, j'ai relu un peu les interviews avant son départ et 3 jours avant, en conférence de presse, il avait pas l'air de savoir qu'il était sur la sellette et il est parti. Est-ce que ça s'est fait vraiment d'un coup, tu penses? Ou est-ce que c'est plus ce problème sur la durée avec les cadres qui l'a mené à son départ derrière? Bah, il a clairement été viré, sur un coup de tête du notre président puisque, bah, même 2 jours avant, personne se doutait que ça allait arriver. Et le lundi après une défaite, il a été viré, personne s'y attendait. Et donc c'est vrai qu'il a eu des problèmes avec les cadres de notre équipe, bah, que ce soit avec, TJ Savanier, avec Wabi Kazri, avec, Christopher Julien, même si Christopher Julien, c'est un peu un de ses chouchous. Avec lui, on voit que par moments, c'était pas trop ça. Donc vraiment les joueurs avec un gros passé quoi, les joueurs, quand même, importants, bah, ça a pas été facile puisque, bah, eux se sentent vraiment importants justement dans une équipe Ouais. comme Montpellier qui n'est pas non plus, gigantesque. Donc forcément, quand leur entraîneur, leur dit des choses et que ça leur plaît pas, bah, forcément ils ont tendance à pas forcément l'écouter. Bah, c'est vrai qu'à Brest, c'était la même situation avec l'Arsenal Charbonnier qui étaient quand même des cadres à Brest. Et donc bah, chez nous, c'est le même problème, sauf qu'il a écarté, bah, personne. Parce que s'il écartait quelqu'un, il y avait juste pas de joueurs derrière. C'est Ouais. un autre problème, c'est qu'il y avait pas de banc, donc si tu écartes quelqu'un, tu plus de joueurs. Hem, donc voilà, c'est compliqué avec les cadres, avec lui. Après, je sais pas si entre-temps, justement, il a fait beaucoup de séances de management et tout ça. Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, j'espère pour vous, j'espère pour lui. Ouais, j'espère. Bah justement, je voulais rebondir sur ces choix importants, comme sortir un joueur du 11 titulaire. Bon, j'ai l'impression qu'il a pas pu trop le faire chez vous. Bon, chez nous, je te rassure, hein, on n'a pas vraiment de banc non plus. On a déjà pas un 11 titulaire vraiment stable sur la capacité technique, parce que c'est quasiment tout le temps les mêmes 11 joueurs qui sont titulaires à Saint-Étienne. Donc, je voulais
savoir si tu avais une idée, est-ce que tu l'as vu en vrai en plus, donc tu as vu un peu comment il était, et puis bah, tu as pu le voir à Montpellier notamment. Il a peut-être fait quand même quelques fois des choix importants, notamment en lançant des jeunes, parce que j'ai lu aussi qu'il aimait bien lancer les jeunes, apporter un peu un aspect ludique aux séances, parce qu'il trouvait que c'était sympa, et puis pouvoir lancer des joueurs du centre de formation. Il a notamment fait ça à Dijon pour construire son projet, et il est monté en Ligue 1 avec Dijon en 2017, ce qui était plutôt quand même pas mal pour Dijon à cette époque-là. Est-ce que il a déjà fait ça à Montpellier, lancer des jeunes, au détriment de certains cadres qu'il a mis sur le banc en prenant donc des décisions fortes, parce que à son arrivée à Saint-Etienne, des décisions fortes, il va certainement devoir en prendre si on veut que les résultats évoluent dans le bon sens. Alors des décisions fortes, en mettant des cadres sur le banc, pas vraiment. En tout cas, c'est pas ce qu'il fait instinctivement. C'est pas ce qu'il fait en premier lieu, en tout cas. On avait notre défenseur droit Junior Sambia, qui a pas été bon pendant une longue période, une très longue période, et qui quand même restait titulaire malgré tout. Et donc, bon, au bout d'un moment, il a quand même fini sur le banc, mais après quoi, 6 7 mois, donc ça a quand même duré longtemps. Et donc, oui, c'est un entraîneur qui aime faire jouer les jeunes, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Il a fait beaucoup évoluer Eli Wahi chez nous, Ouais. Joris Chotard, il a lancé Maxime Estève en professionnel, donc des joueurs qui maintenant sont confirmés en Ligue 1. Donc oui, c'est quelqu'un qui aime lancer les jeunes. D'ailleurs, il me semble que j'avais vu une statistique comme quoi c'était l'un des entraîneurs qui faisait le plus jouer les jeunes en Europe. Et Ok. donc les joueurs de moins de 21 ans, donc c'est quelqu'un qui aime les jeunes, ça c'est sûr, il l'a toujours dit, de toute façon, il l'assume et c'est très bien comme ça. Euh, Maintenant, c'est vrai que c'est plus en sortie de banc ou quand vraiment ils sont vraiment prêts, ils deviennent titulaires, mais euh, il va pas sortir un cadre de l'équipe pour mettre un jeune directement. Ça, c'est quelque chose que je pense pas qu'il va faire en tout cas. Enfin, en tout cas, il l'a pas fait chez nous. Ça a pris vraiment beaucoup de temps pour que ça arrive et donc Ouais, voilà. il serait pas prêt, tu penses, à prendre une décision comme ça, d'un coup d'enlever un cadre pour mettre des jeunes. Après, vous avez certainement des cadres qui sont plus des cadres que nous, parce que voilà, vous étiez en Ligue 1 encore, et vous êtes encore en Ligue 1. Et que nous, c'est un peu plus compliqué. J'espère qu'il va faire ce choix-là, parce que il va falloir faire des choix importants, et je pense que ça passe aussi par enlever certains joueurs du 11 de départ. Et justement, ce coach, d'un point de vue global, au niveau des supporters montpelliérains, est-ce qu'il était apprécié, ou il était tout de suite beaucoup critiqué? On sait que souvent, bah, les coachs, ils sont appréciés à leur arrivée, et puis bah, leur cote, elle a souvent tendance à descendre. Comment ça s'est passé du côté de Montpellier? Bah, c'était clairement ça. On va dire que pendant les 6 premiers mois de son arrivée, tout se passait très bien. Donc forcément, tout le monde était derrière lui, tout le monde le suivait. Et puis, bah, quand le temps commence à sombrer, bah, pour beaucoup, ça, c'était le bouc émissaire en soi. C'est sûr que forcément, de son côté, tout n'était pas joli. Il a fait des erreurs, il le sait, je pense. Enfin, tactiquement, on va dire que ça suivait plus vraiment, puisque comme j'ai dit, les cadres, ils l'ont lâché, donc forcément, ça Ouais, marchait plus. Donc forcément, nous, bah, à Montpellier, t'es un peu obligé d'avoir cette gueulante, ce leadership, comme peut l'avoir Zakarian actuellement. Il faut quelqu'un qui puisse remettre en place les joueurs. S'il faut écarter un joueur, faut l'écarter. Malheureusement, c'est pas trop sa mentalité. Et donc forcément, chez nous, bah, il n'était pas forcément très compatible, même si au départ ça marchait plutôt bien. Dès que ça marche plus, on voit quand même que il est assez différent des principes du club. Il a été moyennement apprécié en tout cas. Lors de sa sortie, il n'était pas du tout apprécié. Mais maintenant, on se rend compte quand même que bah, c'était pas si mauvais que ça en soi, qu'il a quand même fait des belles choses chez nous, euh, que c'était pas forcément de sa faute. Maintenant, on se rend compte que le problème il se répète avec Michel Zakaria justement, ouais. des cadres qui se sentent supérieurs, etc. Et donc forcément, on se rend compte qu'il n'était pas si fautif que ça dans l'histoire et que si ces joueurs le suivent, en tout cas, c'est sûr que ça marche. Et donc, de notre côté, bah, c'est pareil, si ça marche, nous, on le suit. Ok, ok. Ouais, donc il avait plutôt une cote qui était plutôt pas mal au début, ouais, comme tous les entraîneurs, forcément, malheureusement, ça décroît, c'est souvent bah, celui qui est sur le siège éjectable, et c'était un peu le cas aussi de Laurent Batles. Et bah, pour l'instant, il a fait que 3 clubs. Saint-Etienne, c'est son quatrième. Il a fait que des projets vraiment début de saison. Dans chaque club, il est arrivé le 31 mai ou le 1er juin, que ce soit à Dijon, à Brest ou chez vous, à Montpellier. Euh, Est-ce que tu penses que toi, tu as dit qu'il n'avait pas un caractère très fort, donc ça me paraît du coup difficile. Est-ce que tu penses qu'en arrivant en cours de saison dans un club bah, qui est en difficulté, parce qu'un coach qui arrive en cours de saison, c'est jamais que le club va bien, tu penses qu'il est capable
voilà, d'installer quelque chose sur vraiment du court terme, là, pour terminer la saison, les 6 derniers mois, ou tu penses que c'est plutôt un coach qui est fait pour débuter une saison? Bah, c'est vrai qu'il a toujours débuté des saisons, donc on l'a jamais vu réellement arriver en plein milieu d'une saison dans une équipe. Donc c'est quelque chose qui est assez. C'est pas facile à répondre, en tout cas, à cette question. Mais euh, peut-être qu'entre-temps, bah, justement, il a pris toutes ses séances de management, donc peut-être qu'il sait comment faire là désormais. Euh, c'est sûr qu'en même temps, ces principes de jeu, ils sont beaux à avoir joué, c'est simple et c'est efficace, on va dire. Donc c'est pas quelque chose de compliqué à mettre en place, je pense. Donc c'est pas une tactique à la Pep Guardiola, c'est pas compliqué à comprendre en soi. Donc je pense quand même que sur le court terme, ça peut déjà marcher. En tout cas, on connaît tous le principe du nouveau coach, où ça marche super fort au C'est ça, début. ouais. Il y a un vrai renouvellement mental. Mais, mais je pense quand même que ça peut le faire au court terme. En tout cas, moi, je pense que j'y crois en tout cas. T'y crois. Bon, déjà, si t'y crois, je suis content. Supporter d'extérieur qui croit et ok. Bon, en tout cas, on a fini pour la présentation. J'ai pas forcément d'autres questions à te poser, donc je te remercie. Je voudrais terminer comme sur 3 joueurs stéphanois. On va prendre, bah, anciens joueurs stéphanois, on va prendre un peu de nouvelles. Ils nous ont quittés malheureusement bah, quand on est descendu en Ligue 2. C'est Falaï Sako, Wabi Kazri et Arnaud Nordin. Nordin, il a eu toujours du mal à franchir ce palier à Saint-Etienne. J'avais regardé notamment quelques matchs de Montpellier les dernières. Je le trouvais bah, plus intéressant. Je le trouvais plus finisseur qu'avant. Je sais pas comment il se comporte actuellement parce que je t'avoue que je suis moins la Ligue 1. Et Falaï Sako et Wabi Kazri, justement, tu parlais de la difficulté avec les cadres pour Olivier Dalloglio qui a connu du coup Wabi Kazri, si je dis pas de bêtises. Oui, il a connu ces 3 joueurs-là aussi. Bah, comment ça s'est passé déjà bah, est-ce que tu sais comment ça s'est passé entre Dalloglio et les 3 joueurs stéphanois et comment ils vont actuellement? Bah, avec Dalloglio et ses 3 joueurs, je pense que pour Arnaud Nordin et Falasako, c'est plutôt bien passé. Euh, C'était pas des cadres de l'équipe, en tout cas, à leur arrivée. Donc, Fala, il l'est peut-être plus un peu maintenant, mais ça reste quand même un sous-cadre, on va dire. Et Arnaud, bah, c'est, on va dire, un joueur de l'effectif, c'est pas vraiment un cadre. Et pour Wabi, bah, on va dire que par son expérience, ça fait de lui un cadre. Mais tout le monde est déçu de lui. Euh, Ouais, Puisque bah, il apporte très très peu, en tout cas, il marque très peu de buts, il fait très peu de passes décisives, il court pas beaucoup, il est pas en forme physiquement. Oui, Kazri, ça, on va dire que ça va pas du tout. on le connaît, oui. Euh, oui, et donc après Arnaud Nordin, bah, le problème c'est qu'il est souvent blessé, mais quand il joue, il est très fort. Il est vraiment très 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 fort. Il marque souvent, il fait souvent des passes décisives. Il est très 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 efficace en tout cas. Il est très très bon. Et j'ai pas le souvenir d'un mauvais match en tout cas de sa part. Et Ouais, pour Falaï Sacco, bah, lui c'est mitigé. C'est-à-dire que la saison passée, quand Derzak est arrivé en janvier, donc sur les 6 derniers mois de la saison, il a été très 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 bon. C'est pour ça même que l'été dernier, le club a hésité à recruter un défenseur droit, tellement Falaï avait été bon alors qu'auparavant c'était moyen. Et puis sur ce début de saison, bah, ça va pas du tout. ouais. Il s'est clairement effondré et puis bah, il a clairement perdu, même là sur les derniers matchs, il a perdu sa place de titulaire Ah oui, d'accord. Il au joue profit. latéral du coup. Là. Il est latéral droit et il a D'accord. perdu sa place de titulaire. Au profit d'Enzo Chato, qui pourtant lui non plus n'est pas forcément très très bon, même si au dernier match ça allait. Mais donc bah, pour Falaï c'est compliqué, puisqu'en plus il veut jouer la CAN, c'est quand même un joueur Ouais. important de sa sélection, et donc là il va être en manque de temps de jeu. Donc à mon avis il va pas apprécier ça, mais en même temps bah, sur le terrain il est pas du tout efficace quand défensivement il est clairement à l'ouest. Et c'est pour ça que le club cherche un défenseur droit pour cet hiver. Et ça ne m'étonnerait pas que l'été prochain, Falaï quitte le club, tout comme Wabi Kazri, puisque lui non plus n'a plus de place actuellement dans l'équipe. Et pour Arano, bah, c'est compliqué parce qu'il a quasi peu joué cette saison. Ouais. Il est très très souvent blessé et quand il revient, il se reblesse directement. Et Ah donc ouais. Ok. c'est compliqué, mais dès qu'il joue, il est bon. C'est ça qui est assez frustrant pour nous parce qu'on sait que c'est un de nos meilleurs joueurs. Quand il est là, on sait qu'on va sûrement marquer plus de buts que s'il n'est pas là. Et donc, bah, on est assez déçus. Mais bon, on espère qu'il reviendra fort. Et puis, bah, pour les 2 autres, malheureusement, ça se passe pas bien du tout. Ok, ouais, bah pour Nordin, du coup, je suis content parce qu'il semble avoir franchi quand même le cap, mais malheureusement, il y a ses blessures. Peut-être que bah, la saison prochaine, en tout cas, je vous le souhaite, ce sera bon des 2 côtés. Et puis pour Falaï, si je peux donner un petit conseil, c'est qu'il faut passer à une défense à 5 parce qu'il est bon en tant qu'axe droit. C'était à cet endroit-là que Ouais. je l'aimais bien à Saint-Etienne. Après, malheureusement, il s'était aussi longuement blessé. Il était revenu, Bah, c'était. on,
On l'avait testé à ce poste-là justement, à son arrivée justement, on l'a fait jouer, central droit, dans une Ouais. défense à 4 ou à 5, et ça allait pas du tout. Ah, ça Il allait a pas. provoqué plusieurs pénaltys, il a mis des buts contre son camp, il a pris des cartons rouges, c'était une catastrophe. Du coup, on l'a vite mis défenseur droit, ça allait un peu mieux directement, mais ouais. Ah là, D'accord. c'est compliqué. Ok. Bah, c'est peut-être le climat montpelliérain qui lui plaît pas alors. En tout cas, merci. Je pense qu'on en a tous appris plus sur notre nouvel entraîneur. Vraiment, c'était top comme interview. Je te remercie pour tout ce que tu as dit. Et puis, comme tu as pu le rencontrer, en plus, tu as pu vraiment voir l'humain et voir ce qu'il dégage, ses aspects, ses principes de jeu. Donc, je te remercie encore une fois. N'hésitez pas à aller vous abonner. Donc, tu es sur Instagram, MHSC Actu, sur Twitter, Actu Ligue 1. Et est-ce que tu as envie de partager autre chose? Non, c'est tout pour moi en tout cas. Merci à toi de l'invitation. Bah, j'espère qu'on va se retrouver en Ligue 1 l'année prochaine. Ce serait bien pour nous, même si c'est de plus en plus compliqué. Mais bon, le projet, c'est toujours celui de monter en Ligue 1 avec Olivier Dalloglio. J'espère que donc cette interview vous a plu. N'hésitez pas à donner vos retours en commentaire, à dire si vous avez appris des choses, si vous voulez apporter d'autres choses également. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouvera pour l'avant-match. Ce sera entre Saint-Étienne et Bordeaux, plutôt Bordeaux-Saint-Étienne samedi. C'est une affiche de Ligue 1, mais malheureusement en Ligue 2. Et voilà, bonne semaine à tous. Et puis, ben, moi, je termine toujours comme ça mes vidéos. Allez les Verts!